Haddad. Bonjour. Bienvenue Merci. sur TV5 Monde. Merci d'être avec nous ce dimanche. Vous êtes, je le disais, médecin psychiatre et psychanalyste, après avoir été ingénieur agronome en Afrique. Et vous êtes aussi, et peut-être surtout, écrivain, l'auteur d'une quinzaine de livres, notamment dans La main droite de Dieu, psychanalyse du fanatisme et le complexe de Caïn. Votre dernier livre qui vient de sortir s'intitule Le silence des prophètes aux éditions Salvator, des entretiens avec Marc Le Boucher. Qui sont les prophètes dont vous constatez, ou peut-être d'ailleurs dont vous dénoncez le silence? C'est l'absence de discours prophétique plutôt qui est pointé dans cet ouvrage, au moins dans sa première partie. Le discours prophétique, c'est le discours de la justice, c'est le discours de dénoncer les comportements, les injustices, les oppressions. Ouais. Vous dites d'ailleurs dans la première partie de votre livre, il y en a trois. Ça s'intitule Jérémie revient. Donc Jérémie, oui, c'est un prophète c'est un des plus grands, oui. de l'Ancien Testament et de la Torah. Non, pas de la Torah. Enfin, la Torah, c'est le Pentateuque, mais c'est un des plus grands prophètes de la Bible hébraïque. Et vous poursuivez, ils sont devenus fous. Ils sont devenus qui est devenu fou? Un peu tout le monde juif aujourd'hui. Et en particulier les intellectuels. Moi, ceux dont je me suis occupé, ce sont les intellectuels juifs français. Ils sont la plupart d'entre eux nous ont bassinés pendant des années sur les droits de l'homme, sur ce qui se passait à droite, à gauche. Et sur la question palestinienne, sur les exactions quotidiennes, les crimes qui se commettent en Israël contre les Palestiniens, silence radio. Et si jamais vous dites un mot, vous êtes blacklisté. Oui, donc vous dites que la vie intellectuelle juive en France, je cite les mots que vous écrivez, est cadenassée, mise sous surveillance. Absolument. Et pas qu'en France d'ailleurs. En Allemagne, on a eu un exemple récemment où on a réussi à licencier le président du musée juif de Berlin, qui était un grand monsieur, a été obligé à démissionner parce que l'ambassade d'Israël n'a pas aimé une parole qu'il a prononcée. Donc canassé directement par l'ambassade d'Israël. Non, l'influence n'est pas aussi... L'ambassade d'Israël doit être pour beaucoup là-dedans. Ouais. Et elle a des ramifications nombreuses. Il y a en Israël des mouvements courageux qui mènent une lutte. Moi-même, j'ai connu certains d'entre eux. J'ai connu les Leibovitz, vous le savez. On va en parler. Je l'ai traduit. J'ai connu Uri Avneri, un homme admirable. Je lis régulièrement Gideon Levy. Je connais Rafi, qui est le président de l'Association des médecins pour les droits de l'homme. On n'en parle jamais. Ces gens-là sont un peu isolés. Ces ONG sont un peu en perte de vitesse. On ne les soutient pas. On devrait les soutenir. C'est l'espoir. Ce qui veut dire que les intellectuels, et surtout les intellectuels juifs, devraient s'interdire de critiquer la politique du gouvernement israélien. Écoutez, Indignant-en-Ville, vous abordez, on vous coupe la parole tout de suite. Et je parle surtout des intellectuels médiatisés. Je ne veux pas citer de nom, tout le monde les connaît. Mais bon, il y a effectivement quand même d'autres personnes. Mais tout le monde n'est pas comme vous, n'invite pas les francs-tireurs à parler... La situation qui vous choque en particulier, c'est la situation des Palestiniens. Des Palestiniens, et aujourd'hui aussi des Iraniens. Qu'est-ce qu'on fait à l'Iran aujourd'hui? L'Iran avait signé un accord qui a été considéré comme excellent. Vous savez par qui? Par les services secrets israéliens qui ont fait un rapport là-dessus. Ils ont dit cet accord est excellent. Monsieur Netanyahou, cette grande gueule corrompue qui va terminer sa carrière en prison, tout le monde le sait, et qui a mené une lutte contre ces accords et les a fait capoter. Et aujourd'hui, on accuse les Iraniens de ne pas respecter leurs engagements. Mais on se moque de qui? On capture un bateau iranien au détroit de Gibraltar. On veut la guerre, mais la guerre contre l'Iran, vous savez, ça va être très très grave. Les Iraniens sont des grands joueurs d'échecs. Ils savent ce qui... C'est pas des fous, les Iraniens. C'est pas Daesh, l'Iran. Et donc, on va à la guerre, mais vous vous rendez compte? Au lieu de prôner l'accord, au lieu de prôner le dialogue, l'Iran est un grand pays, une grande civilisation, un grand ami du peuple juif. Et au lieu de cela, on le traîne dans la boue, on affame la population iranienne. Ceci me révolte et j'ai tenu à le dire. Vous l'avez dit, dans votre livre, vous ne parlez pas de l'Iran, vous parlez des Palestiniens. Comment on peut résoudre politiquement la question palestinienne? Est-ce que vous croyez encore à la solution de deux États côte à côte ou une autre solution, un État binational? Le gouvernement, la politique israélienne, et qui n'est pas seulement celle de Netanyahou, il faut quand même le souligner, depuis 1967. On a tout fait pour que la solution à deux États ne soit pas possible. La politique sioniste est contre la solution à deux États.
la politique actuelle.